La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, après l'horreur de la nuit du vendredi 13, nous avons eu l'occasion à maintes reprises de féliciter nos services publics de sécurité et de santé, et nous avons eu raison. Je ne voudrais pas oublier les médecins qui ont levé leur mouvement de grève. Mais je pense qu'il est important aussi de souligner l'élan de solidarité et de générosité avec un afflux de nouveaux donneurs de sang. Et l'article 7 bis de ce projet de loi relatif au don du sang des homosexuels n'est donc pas anecdotique. Madame la ministre, vous avez annoncé que les homosexuels allaient pouvoir donner leur sang à partir du printemps prochain, mais à condition de ne pas avoir eu de relation homosexuelle pendant 1 an. Je ne veux pas m'étendre, ça vient d'être dit. Alors que l'Espagne, l'Italie, la Pologne et même la Russie, qui ne sont pourtant pas très tendres avec la communauté hospitalière, le permettent déjà. Les risques sont connus. La médecine d'aujourd'hui sait les évaluer et les éviter. Cette mesure serait donc discriminatoire et pour les députés 2 heures d'épée complètement inacceptable. Autre point sur l'article 4 ter réintroduit au Sénat. Si ma position n'a pas changé, j'affirme que la lutte contre l'alcoolisme est et doit rester une priorité en matière de santé publique. Avec l'AMPA que j'ai rencontré, nous sommes d'accord pour renforcer la prévention et lutter contre l'alcoolisation massive chez les jeunes. Si je suis élu dans l'Aisne, particulièrement dans les pays des ports de la Champagne, je n'ai pas d'intérêt dans la vigne. Mais je sais ce que la vigne et le champagne apportent en matière d'emploi, de notoriété et de développement de mon territoire et de la France. Je sais aussi les dégâts de l'alcoolisme. Donc il nous faut regarder la réalité des faits. Madame la Présidente de la Commission, nous avons échangé sur l'évolution de la consommation du vin, qui aujourd'hui a fortement chuté. Hier, on en buvait à tous les repas et même au travail. Aujourd'hui, les temps ont changé. Le vin n'est plus la cause première de l'alcoolisme. Nous devons le considérer donc comme un produit gastronomique et culturel. Voilà pourquoi il faut à la fois lutter contre l'alcoolisme, mais aussi faire la promotion de nos terroirs viticoles. Le président de la République lui-même, bon nombre de vos collègues ministres, la majorité de notre groupe et de nombreux députés, sur tous les bancs, sont favorables à une clarification de ces règles. Nous disons oui à la lutte contre l'alcoolisme et oui aussi à la promotion de la gastronomie et du vin. Et cela n'est pas contradictoire, c'est de bon sens. Alors, arrêtons cette guéguerre des amendements qui discréditent l'action politique. Après le vin et le tabac, nous pensons que l'application de la directive de l'Union européenne est suffisante. Pourquoi vouloir en faire plus que ce que nous demande l'Union européenne? Il n'y a pas que le paquet neutre qui permette la sortie dans le tabagisme. Les dispositions contenues dans ce texte concernant le vapotage clarifient bien sûr certains points. Nous avons rencontré également les buralistes. Lutter au nom de la santé publique contre le tabagisme, c'est légitime. Mais la fermeture, jour après jour, des bureaux de tabac, souvent presse et multiservices, dans nos communes rurales, doit aussi nous interpeller. En effet, ils sont nombreux à avoir beaucoup investi. Il faut les aider dans l'évolution de leur métier. Oui à la santé publique, mais ces commerçants méritent attention et respect. Un autre point, ce projet de loi pose les bases des futurs groupements hospitaliers de territoire. Nous sommes très satisfaits que les propositions des radicaux de gauche sur les territoires très isolés ou transfrontaliers aient été conservées par le Sénat. Nous aurions aimé que ces dispositifs soient étendus aux hôpitaux de proximité et intermédiaires, comme celui de Château-Thierry. Je voudrais ici saluer le travail de la communauté hospitalière de Château-Thierry avec le centre hospitalier de Villiers-Saint-Denis et l'hôpital Pivot de Soissons. À Château-Thierry, les résultats en matière de soins ambulatoires dont vous avez parlé, Madame la Ministre, sont probants. L'objectif 2016 de plus de 50% est déjà dépassé. Nous sommes à 57%, donc proche
de celui de 2020 qui est de 66,2 %. L'ambulatoire est devenu la norme et l'hospitalisation l'exception, sauf contre-indication ou complication. Notre centre hospitalier, bon élève, doit encore renforcer sa coopération avec son voisin, le CHU de Reims, mais avec des moyens financiers améliorés, alors que les investissements, modernisation des locaux et des urgences sont toujours attendus. Au-delà de ces aspects, parmi toutes les mesures prévues dans cette loi santé, il y a des éléments positifs. Le renforcement de l'accès à l'IVG, la santé à l'école avec la prévention, santé environnementale, santé mentale et également le droit à l'oubli pour les personnes atteintes de cancer. Ma collègue Dominique Orlial, professionnelle de santé qu'il en est, abordera la question du tiers payant. Si nous n'y sommes pas opposés sur le fond, nous aurions préféré une période d'expérimentation localisée. L'opposition de l'ensemble des médecins et infirmiers libéraux nous interpelle, Madame la Ministre. Le groupe 2RDP attend donc des réponses précises sur tous ces points et l'examen des amendements pour arrêter sa position. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Michèle Delaunay.